Wabel à l'Institut Salah Hazaït, qui est le centre de lutte contre le cancer de Tunis, qui va nous parler de la chirurgie du nodule thyroïdien. Il nous a promis une demi-heure, on verra après. Merci. Donc on m'a demandé de vous parler du nodule thyroïdien, mais je vais parler surtout de l'aspect chirurgical du nodule thyroïdien. Donc en fait, le nodule thyroïdien, c'est une hypertrophie localisée du parenchyme thyroïdien. Il se distingue du reste de la glande par sa consistance et sa taille. La majorité des nodules sont bénins. L'origine de ces nodules est multiple, donc probablement génétique, environnemental ou vieillissement physiologique de la glande, donc ça on ne sait pas trop. Les nodules malins représentent un petit pourcentage, mais le pronostic des cancers de la thyroïde est favorable, surtout si le diagnostic est précoce. Alors la problématique posée par ces nodules thyroïdiens, en fait, ils sont fréquents. Donc la prévalence échographique varie de 25% avant 50 ans. C'est-à-dire qu'un quart des gens ont un nodule thyroïdien. Alors que quand on avance avec l'âge, ce pourcentage augmente et à peu près une personne sur deux a un nodule thyroïdien. Donc on voit que ces nodules thyroïdiens sont fréquents. Alors, si on va s'amuser à opérer tous ces nodules, donc ça ne va pas s'en sortir. Et il faut comprendre aussi que 4 à 5% de la population présente des nodules cliniquement palpables cette fois, et seulement 5 à 10% des nodules opérés sans des cancers. Alors, cliniquement, généralement, donc c'est une découverte fortuite, c'est le médecin traitant ou c'est le malade qui fait sa barbe le matin et qui se rend compte qu'il y a une excroissance au niveau du cou. Donc il va consulter, ou généralement c'est le médecin traitant qui, au cours d'un examen général, il examine le patient et trouve un nodule thyroïdien. Rarement c'est des signes fonctionnels de dysthyroïdie, de compression, ou des signes en faveur d'un carcinome médulaire de la thyroïde, donc hypertension artérielle, bouffée vasomotrice, diarrhée. Rarement c'est donc une adénopathie cervicale, une adénopathie cervicale, donc, ou des métastases à distance. Alors, les examens complémentaires, s'il faut retenir deux examens essentiels pour les nodules thyroïdiens, c'est l'échographie et la cytoponction. Bon, les autres examens complémentaires, ils ont leurs indications, mais s'il faut retenir des examens, c'est l'écho et la cytoponction qui, dans ces dernières années, ils ont bouleversé un tout petit peu les attitudes thérapeutiques vis-à-vis de ces nodules. Alors, l'échographie doit être faite dans les règles de l'art, donc il n'est plus admissible d'avoir deux mots sur l'échographie pour nous dire que c'est un nodule hypoéchogène ou hyperéchogène. Ça, c'est insuffisant. Donc, c'est une véritable cartographie qui va nous montrer donc la présence du nodule. Ça marche pas. Donc, la présence du nodule, le siège par rapport à la capsule, la consistance solide, liquide. Tout ça donc, est véritablement donc, cartographié et on peut avoir une idée sur ce nodule. Donc c'est très très important de faire une échographie dans les règles de l'art et pourquoi pas donc, répondre à ces scores. Donc l'examen clinique et les examens complémentaires vont nous permettre de classer donc, la tumeur, c'est la classification T1 qui passe de T1 inférieur à 2 cm à T4 supérieur à 4 cm. La classification N, N0 ou N1 et M0 ou M1, présence de métastase. Donc, sur le plan histopathologique, donc, je ne vais rien vous apprendre en disant qu'il y a des tumeurs bénignes, l'adénome essentiellement, et les tumeurs malignes, c'est les carcinomes différenciés, papillaires vasculaires, les carcinomes médulaires et les carcinomes anaplasiques. Les autres tumeurs sont rares, telles que les lymphomes. Alors, les arguments en faveur de la malignité, cette fois c'est des arguments cliniques, c'est l'âge du patient, les extrêmes d'âge
sont un peu gênants. Donc, on suspecte la malignité beaucoup plus quand il s'agit d'hommes ou de femmes d'ailleurs inférieures à 20 ans ou supérieures à 60 ans, le sexe masculin, l'hérédité quand il y a des cancers papillaires dans la famille, les coïncidences pathologiques, telles que maladie de Code, les antécédents personnels d'irradiation cervicale, les caractères du nodule, apparition récente, évolution rapide, consistance dure, irrégulière, fixation aux parties molles. Les signes locaux-régionaux, tels qu'une paralysie récurrentielle ou la présence d'adénopathie, sont en faveur, bien sûr, de la malignité. Alors, les critères de malignité échographiques, cette fois, c'est le nodule solide, les limites floues, la présence d'hypervascularisation intranodulaire, les microcalcifications, donc ici le nodule flou, ici donc la présence de vascularisation subtocentrale, les adénopathies satellites et l'aspect dur du nodule. Alors, ceci, on a parlé de couple, donc cytoponction, échographie, et selon les scores, bien sûr, du score 1 au score 3, donc le risque de malignité est faible, donc c'est pas utile de faire une cytoponction, mais par contre, à partir du score 4A, il vaut mieux donc faire une cytoponction thyroïdienne. Alors, la cytoponction peut répondre soit bénin, dans ce cas, c'est la surveillance, soit le diagnostic n'est pas fait, ou c'est acellulaire, etc. Dans ce cas, il faut refaire. Soit c'est une lésion folliculaire de signification indéterminée. Là, dissection fine de la parathyroïde. Là, le lobe est libéré, donc on voit bien le pôle et donc la forme pyramidale qui est respectée du lobe thyroïdien. Alors, attitude selon l'examen histologique en extemporané. Si c'est bénin, donc l'état du parenchyme contralatéral est vérifié. Si homogène, donc on arrête l'intervention. S'il est micronodulaire, donc certains laissent la langue, donc d'autres préfèrent totaliser. La surveillance est clinique, échographique et la biologie. Donc si l'examen en extemporané est douteux, et si on a peur donc, de la malignité, on peut faire toujours un curage médiastino-récurrentiel homolatéral pour éviter de reprendre la loge thyroïdienne. Alors si c'est malin, ça peut être un carcinome différencié, un microcancer, un cancer médulaire ou un cancer anaplasique par exemple. Donc, le but c'est d'éradiquer toute issue tumorale macroscopique, limiter au maximum la morbidité de la maladie et permettre un stagique du cancer, faciliter le traitement et la surveillance post-opératoire, limiter le risque et les récidives, améliorer la survie. Donc, carcinome papillaire, donc, c'est la thyroïdectomie totale, le curage médiastino-récurrentiel bilatéral et le curage ipsilatéral, donc dans la zone latérale, il est fait s'il y a présence d'adénopathie et s'il n'y a pas d'adénopathie, s'il y a des facteurs de risque importants, donc on peut faire un curage des secteurs 2, 3 et 4. On verra tout à l'heure quels sont ces secteurs. Si les ganglions de la chaîne du secteur 6 sont positifs, on peut aussi faire le curage latéral. Si c'est négatif, c'est l'abstention. Donc, aussi pour le curage ipsilatéral, si les ganglions, contralatéral, si les ganglions sont positifs, on doit faire aussi le curage du secteur latéral. Pour les carcinomes vésiculaires, donc thyroïdectomie totale systématique, curage du secteur médian. Pour le secteur latéral, si les ganglions existent, donc on fera un curage complet des secteurs 2, 3, 4. S'il n'y a pas de ganglions, on fera donc le curage en cas de facteur
de risque, les facteurs de mauvais pronostic, pardon. Pour le carcinome médulaire, c'est la thyroïdectomie totale, le curage médiastino-référentiel bilatéral et le curage latéral bilatéral. Pour certains, donc, qui nuancent un tout petit peu cette attitude. Pour le carcinome, voilà, c'est la même chose ici. Alors pour les carcinomes anaplasiques, c'est un peu délicat, peut-être on va en parler dans les conférences qui viendront par la suite. Le but, c'est d'éviter la mort par suffocation et de prolonger la survie. Le mieux, c'est de faire une thyroïdectomie totale si elle est possible, mais parfois c'est pratiquement impossible de faire une thyroïdectomie totale. Association de chimiothérapie et radiothérapie. Sinon, si la tumeur est d'emblée invasive, on procédera à une chimiothérapie de première ligne et une radiothérapie externe. Alors, pour le nodule thyroïdien, il faut comprendre que le traitement phonateur est peu efficace. La TSH doit absolument être inférieure à 0,10 et il y a un effet probablement délétère sur l'état osseux, donc ne pas traiter indéfiniment les patients. La surveillance, elle se base sur l'examen physique, l'examen biologique, la radiothorax, l'échographie cervicale, l'IRM, et elle se fera tous les 3 à 6 mois. La surveillance aussi se fait par la TG pour les cancers différenciés, l'échographie cervicale et la TEP. La TEP est recommandée si, bien sûr, il y en a une carte blanche et un examen échographique, TDM et IRM non. Donc pour les ganglions, c'est en secteur 2, 3 et 4. L'évitement radical sélectif, il intéresse seulement un ou plusieurs groupes ganglionnaires. L'évitement radical donc, va intéresser tous les groupes ganglionnaires avec sacrifice de certaines structures telles que le sternocléidomastoïdien, le digastrique, la veine jugulaire et le nerf spinal. L'évitement radical modifié, on va donc préserver une de ces structures, alors que l'élargi, il va s'étendre à d'autres structures, telles que le 10 par exemple. Alors là, c'est une pièce donc, de loboïsmectomie avec un micronodule donc, papillaire de la thyroïde, mais cela n'empêche que vous avez une énorme adénopathie de 2 cm, donc en susclaviculaire. Ici, c'est un patient qui a une énorme masse ganglionnaire qui se traduit par une masse cervicale avec un début de nécrose et un problème thyroïdien. Donc là, on est obligé de faire des curages radicaux, donc avec sacrifice du muscle, de la veine jugulaire et du nerf spinal. Là, vous avez la thyroïde, le lobe thyroïdien avec le nodule malin, et là, donc, vous avez l'évidement, donc reste seulement la carotide et le 10. Là, les pièces de curage et de loboïsmectomie, et là, le curage médiastino-récurrentiel. Suite opératoire, donc, bien sûr, c'est l'hémorragie, mais bon, généralement, donc, il faut faire une bonne hémostase, et on peut absolument, donc, on a rarement donc, des hémorragies. L'infection aussi est rarement vue, donc c'est une chirurgie propre. Sur le plan de complications donc, spécifiques un tout petit peu de cette chirurgie, c'est l'hypoparathyroïdie. Et généralement, donc, cette hypoparathyroïdie peut se voir, elle est généralement transitoire, mais elle peut aussi être définitive. Donc c'est pour ça que je vais expliquer qu'au moment de la chirurgie, il faut absolument préserver la vascularisation de ces glandes parathyroïdes. Alors, les lésions laryngées, du nerf laryngé inférieur, se traduisent bien sûr par une paralysie des cordes vocales. Alors, le monitoring péropératoire, comme je vous dis, permet de préserver le nerf laryngé, et les nouvelles techniques d'hémostase permettent aussi
de mieux contrôler l'hémostase, donc de travailler dans de bonnes conditions. Alors, en conclusion, donc c'est une pathologie fréquente. La prise en charge peut être multidisciplinaire. Donc c'est un travail d'équipe où le chirurgien, l'échographiste, le cytologiste, le médecin nucléariste, tout le monde travaille ensemble, en équipe, pour avoir le meilleur résultat. L'échographie et la cytoponction ont changé la donne et les indications. La chirurgie a bénéficié de nouvelles techniques et le pronostic de ces cancers est généralement bon, surtout si le diagnostic est précoce. Je vous remercie. Je tente de mettre peut-être la communication de notre ami. Si vous avez pendant 2 à 3 minutes quelques questions. Merci, monsieur, pour votre communication très complète. Moi, j'ai une question qui s'adresse peut-être beaucoup plus aux radiologues. Qu'en est-il de l'élastographie? Il y a vraiment une différence énorme entre les gens qui vont s'intéresser, les radiologues qui vont s'intéresser à l'ORL en général et à la thyroïde en particulier, qui vont donner vraiment des comptes rendus complets, qui sont d'un apport considérable pour le traitement, donc ils vont répondre. Et d'autres radiologues qui vont vraiment avoir une description sommaire de l'échographie et finalement, donc ça ne va pas rendre énormément service et ça va être des décisions qui sont au chirurgien seulement, c'est pas une décision voilà, de toute l'équipe. Oui. Alors, je suis Martin Schumberger de l'Institut Gustave Roussy du Juif et je participe à la rédaction des recommandations américaines, les recommandations de l'American Thyroid Association. Donc il y a 15 spécialistes américains et puis moi qui représente le reste du monde. Donc on a des réunions depuis 4 ans et on réactualise tous les 4 ans ces recommandations américaines. Pour l'exploration des nodules thyroïdiens, l'élastographie n'est plus mentionnée. Le mode de l'élastographie il y a quelques années, et puis on s'est rendu compte en fait que ça ne servait à rien. Donc je pense que l'élastographie est un examen inutile. C'est un truc les fabricants d'échographes coûtent très cher et malheureusement, au point de vue pratique, ça n'apporte rien. J'ai juste un petit commentaire sur les nodules thyroïdiens. Je pense qu'il y a actuellement, dans le monde entier, un dépistage qui est organisé des nodules thyroïdiens et on trouve de plus en plus de petits nodules qui n'ont pas de signification pathologique. Donc, il ne faut pas faire du surdiagnostic et du surtraitement. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas ponctionner les nodules thyroïdiens isolés quand ils font moins d'1 centimètre de diamètre. Ceux-là, il faut les oublier. Il ne faut pas les ponctionner parce que si vous trouvez des cellules papillaires dans un nodule de moins d'1 centimètre de diamètre, il est impossible après de ne pas les opérer. Et donc, petit nodule qui n'a pas de signification, cytoponction, cancer papillaire, thyroïdectomie totale, et puis alors pourquoi pas après l'iode radioactif, et puis un traitement toute la vie par thyroxine, qui ne sert à rien. Si on n'avait pas fait la cytoponction, probablement que les gens ne s'en seraient jamais aperçus. Après, au-delà d'1 centimètre de diamètre, là le message est clair, il faut faire une cytoponction à tous les nodules. Donc on ne doit pas opérer un nodule sans l'avoir soumis à une cytoponction. Examen qui, à mon avis, et c'est écrit dans les guidelines américaines et européennes, tous les nodules qui sont opérés, qui doivent être opérés, doivent être d'abord soumis à une cytoponction. C'est indispensable pour connaître le diagnostic avant la chirurgie, et donc régler la chirurgie, et puis surtout ça permet d'éviter aux 2 tiers des malades d'être opérés. Ce qui n'est pas rien. Alors après, il y a comme vous l'avez dit, il y a l'histoire de à partir de quelle taille il faut opérer tous les nodules. Donc 3 cm, 4 cm. Bon, moi je suis d'accord avec les deux, je ne vais pas se battre là-dessus, puisque la majorité des nodules en fait font moins de 3 cm.
Donc là, on est dans un petit groupe de malades où opérer un nodule de 3 cm n'est pas un crime, opérer un malade à 4 cm ne l'est pas non plus. Voilà. L'information, parce que je suis chirurgien, pourquoi en fait, c'est vrai qu'il ne faut pas, je suis complètement d'accord pour dire qu'à moins d'1 centimètre, il faut les ignorer, les nodules. En fait, on fait les cytoponctions entre 2 et 3 cm. Mais à partir de 3 cm, on ne fait pas de ponction parce qu'on décide de les opérer. Et il y a quelque chose que je dois dire, c'est que quand on fait des cytoponctions à des nodules, généralement quand on va les opérer, eh ben, on va trouver des séquelles de ces cytoponctions parce qu'ils laissent des séquelles. Et en fait, les plans de dissection ne sont pas les mêmes et ça peut gêner le chirurgien aussi dans la dissection. Et je vais montrer les images, j'espère qu'elles étaient bien. Il faut vraiment une chirurgie propre et exsangue pour réussir et ne pas créer des complications aux malades. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé que en fait, on ne ponctionnait pas tous les nodules et qu'on s'arrêtait de 2 à 3 cm, c'est disons l'intervalle de cytoponction. Et après, bon, si on décide de les opérer, on les opère sur la taille. Voilà. Vous voulez que je continue ? Je peux parler encore. Vous avez dit, on ne va pas se battre là-dessus, c'est peut-être pour les tailles, mais c'est peut-être le lieu et le moment de se battre sur le protocole. Parce qu'effectivement, le professeur Rick vient de dire, écoutez, si on doit opérer, moi je préfère opérer avant de passer par la cytoponction et je peux la taper, alors que vous venez de dire le contraire, il faut vraiment faire une cytoponction pour tous les nodules supérieurs à 1 cm. On aimerait bien avoir au moins des idées claires. On ne va pas les appliquer demain pour tout le monde, mais au moins avoir un peu le consensus. Alors, une chose qui marche très bien et que je vous encourage à mettre sur pied, c'est ce qu'on appelle des accueils de pathologie en une seule venue. Donc c'est pas en une journée, c'est en une seule venue, parce que ça peut durer beaucoup moins qu'une journée. Où ce sont des consultations spécialisées de patients porteurs de nodules thyroïdiens, où tout est organisé pour tout faire en une seule venue. Donc l'endocrino, l'échographiste intéressé par la thyroïde, il y en a pas beaucoup, le cytologiste qui fait lui-même la cytoponction et qui la lit, qui l'examine immédiatement. Donc en 2 heures de temps, les malades ont leur prise de sang, l'échographie, la cytoponction et ont le résultat de la cytoponction. Il y a un chirurgien qui est toujours disponible et si le nodule est suspect ou malade, à ce moment-là, il part de la chirurgie de l'accueil nodule avec son rendez-vous en chirurgie. Une seule venue. Tous les malades qui sont opérés d'un nodule thyroïdien ont tous, sans exception, une cytoponction, quelle que soit la taille. Parce qu'on pense que même quand les nodules sont gros, la cytoponction, ça ne fait pas de mal, ça coûte pas cher, et vraiment, ça peut rapporter gros. Notamment, quelle est la stratégie thérapeutique qu'il faut utiliser. Donc, on sait que la cytoponction, quand il y a un nodule qui est gros comme ça, est moins fiable que quand un nodule mesure de 1 à 3 cm de diamètre, mais quand même, ça vaut la peine de la faire. C'est pas un examen douloureux, c'est pas un examen qui est dangereux, mais c'est un examen qui peut rapporter gros. Donc nous, on fait des cytoponctions à tous les nodules, sans exception, dès qu'ils font plus d'1 cm de diamètre et qui sont solides. Donc ce n'est pas les nodules spongiformes ou les nodules entièrement kystiques, parce qu'on sait que ces nodules sont toujours bénins. Avec toutes les recommandations état et ATA, les fonctions sont recommandées avec un niveau d'état qui est Alors, le problème, c'est qu'on tente à diminuer l'importance de l'examen histologique extemporané. Et quand on a une cytologie qui est très fiable, à ce moment-là, l'examen histologique extemporané est moins fait, ou n'est plus fait du tout. Plus fait du tout. Les anapathes en France font de moins en moins, acceptent de moins en moins de faire des examens histologiques extemporanés des nodules thyroïdiens. Pour 2 raisons.
c'est quand il y a un diagnostic de cancer papillaire, il est toujours confirmé, et quand il y a un diagnostic de prolifération folliculaire ou à cellules de Hörtel, eh bien, ils ne sont pas capables, pendant l'extemporané, de faire la part entre un cancer et un nodule bénin. Donc quand on fait la somme de tout ça, l'extemporané ne sert pas à grand-chose à condition que la cytologie... I may miss that in your presentation. When you have a preoperative diagnosis or intraoperative diagnosis of papillary thyroid carcinoma, we've spoken about central compartment lymph node dissection, level 6. Are you recommending it to be prophylactic or therapeutic when you have a positive lymph node? If it is prophylactic, would that affect the recurrence or the mortality? And thank you. I hope he understands my question. This is another debate. We must do it in every time, and with frozen examen extemporané. Frozen section. If we are positive lymph node, we must do lateral neck dissection. But we do it every time. You are right that there is no proof that prophylactic lymph node dissection of compartment 6 improves recurrence or mortality rates. So this means that opponents of routine prophylactic lymph node dissection say you should not do this. You may increase the morbidity but not improve the outcome. Now, we still do it on a routine basis in midriff, only for papillary thyroid carcinomas, because we think that a good surgery is the basis of a good treatment. And by knowing the lymph node status, we can avoid the radioiodine in many patients when it is N0, and sometimes indicate radioiodine when it is N1. This is the only reason for why we do routine prophylactic lymph node dissection. Problem now is when there is no evidence of lymph node involvement, the lymph node found at prophylactic lymph node dissection are very small, okay? And this may not modify the outcome. So the question is whether these small lymph nodes, less than 5 millimeters in diameter, not visible on ultrasonography, would modify the outcome of these patients. So we have launched a randomized protocol comparing the outcome of patients with prophylactic lymph node dissection with no lymph node dissection at all in patients with normal preoperative neck ultrasonography. So this will be a randomized trial, prospective randomized trial on 750 patients. No, central, level 6. Thank you. We look forward for this. So, therapeutic lymph node dissection is recommended by everybody. There is a general consensus on this. When there is a lymph node, it should be taken out by lymph node dissection, compartment-oriented. But prophylactic is still a matter of debate. Juste pour dire un petit mot, il m'est arrivé d'avoir un cytologiste avec un diagnostic de papillaire, et c'est pas le même anatomopathologiste qui fait l'extemporané, et la réponse était bénin. Alors faites attention parce que j'ai une cytologie. Et il reprend la pièce et il confirme le papillaire. C'est vrai que la cytologie, quand elle est affirmative, elle est vraiment... Le goitre papilladénomateux est le pain quotidien. Est-ce que vous préconisez la cytoponction des différents modules? Je pense que non. Ce ne serait pas évident. Non. Quand il y a une hyperplasie adénomateuse, certainement pas, même pas de ponction. Et quand il y a des nodules suspects à l'échographie, il faut ponctionner ceux qui sont suspects à l'échographie en se basant sur le TIRAD, la classification TIRAD.
Oui, pour poser la question à propos des kystes, c'est-à-dire échographiquement, il s'agit des kystes en ponction. Et en cas de récidive, est-ce qu'on fait la cytoponction, on passe à la chirurgie, ou bien directement on passe à la chirurgie? Classiquement, il faut les opérer. Voilà, classiquement, c'est. Et ce que je viens d'apprendre, qu'il s'agit, en cas de récidive, on doit penser toujours à une quasi-bénignité. Si vous voulez, quand on a des kystes conoïdes, ils sont toujours bénins, donc c'est des kystes purs, hein, sans image en boileau, sans partie solide. La décision d'opérer, en général, est basée sur la gène locale, la taille de la gène locale. Maintenant, si vous avez un kyste d'1,5 cm de diamètre qui est totalement liquidien, je ne pense pas qu'il faille le ponctionner, je ne pense pas qu'il faille l'opérer. Hein. L'indication opératoire, c'est la gène locale. Comme pour les nodules spongiformes, et avec plein de petites logettes liquidiennes, hein, comme une éponge. Bon, je pense qu'on peut passer à la communication suivante, qui est une communication fondamentale, avant de donner la parole à notre ami Hedi Slimane qui vient de nous rejoindre pour nous parler, qui est un chef de service d'endocrinologie, le point de vue du clinicien. Donc je passe tout de suite sans tarder la parole à Dr Rabia Amziane, qui est un chercheur en biologie et qui est entre l'IGR et Rabat. Fadal. Je pense que la communication. Bonjour, donc, je suis le docteur Rabia Amziane El-Hassani. Je travaille sur la radiocarcinogénèse thyroïdienne et je suis en mobilité entre l'unité de biologie et recherche médicale au sein du Centre national de l'énergie, des sciences et techniques d'études nucléaires de Rabat au Maroc et l'équipe radiocarcinogénèse thyroïdienne au sein de l'UMR 8200 CNRS au Gustave Roussy Campus France. Et cette équipe est dirigée par le docteur Corinne Dupuis et on travaille en étroite collaboration avec le professeur Martin Schlumberger. Aussi, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir donné cette opportunité pour partager avec vous quelques résultats concernant la radiocarcinogénèse thyroïdienne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus essentiellement du rôle du stress oxydatif dans la radiocarcinogénèse thyroïdienne et plus exactement le rôle du stress oxydatif dans la formation de l'oncogène RET-PTC1. Mais avant, je vais commencer par introduire le thyrocyte, le cancer de la thyroïde et aussi la nature oxydative de la thyroïde. Et je voulais aussi profiter de cette rencontre franco-maghrébine pour partager avec vous les premiers résultats qu'on a eus sur une étude concernant le cancer de la thyroïde au Maroc, au sein de l'hôpital militaire de Rabat, afin d'introduire le dépistage, afin d'introduire des outils moléculaires dans la prise en charge et le diagnostic des cancers de la thyroïde au Maroc. Donc, comme vous savez, le thyrocyte, le rôle essentiel du thyrocyte est la synthèse des hormones thyroïdiennes. Alors, les thyrocytes s'organisent en monocouches polarisées. Alors, du côté apical, on a le colloïde, lieu de synthèse des hormones thyroïdiennes. Et du côté basal, on a la circulation sanguine. Alors, le thyrocyte est équipé de plusieurs éléments qui jouent un rôle clé dans la synthèse des hormones thyroïdiennes, à savoir le NIS, qui est le transporteur d'iodure, la thyroglobuline, qui est la matrice de la synthèse des hormones thyroïdiennes, une enzyme qui est capable de générer le peroxyde d'hydrogène qui joue un rôle important dans la synthèse des hormones thyroïdiennes et une peroxydase thyroïdienne. Donc brièvement, le NIS capte l'iode qui circule dans le sang et le l'iode atteint le colloïde à travers la pendrine et l'AIT. Une fois dans le colloïde, une NADPH oxydase génère le peroxyde d'hydrogène qui active la peroxydase thyroïdienne.
qui catalyse les deux étapes clés de la synthèse des hormones thyroïdiennes, à savoir l'iodation des résidus tyrosyles et le couplage hormonogénique des mono- et diiodotyrosines pour former les hormones thyroïdiennes, la T3 et T4, qui sont stockées au sein de la colloïde et en plus libérées dans la circulation sanguine en fonction des besoins physiologiques. Alors, cette enzyme qui génère le peroxyde d'hydrogène s'appelle une NADPH oxydase et plus exactement une dual oxydase 2. Alors, la famille des NADPH oxydases sont des enzymes qui sont capables d'oxyder le NADPH cytosolique pour former de l'anion superoxyde. De tels anions superoxyde est dismuté soit d'une manière spontanée, soit en présence d'une superoxyde dismutase pour former le peroxyde d'hydrogène nécessaire pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Le prototype de ces NADPH oxydases, c'est la NADPH oxydase 2 ou la JP91-FOX ou la NADPH oxydase des phagocytes. Il s'agit de protéines transmembranaires avec 6 segments de transmembranaires, une partie N-terminale cytosolique et une partie C-terminale qui contient des sites de liaison du NADPH et du FAD. Il s'agit donc d'une flavoprotéine. Alors, suite à l'activation de cette enzyme, on a une oxydation du NADPH et un transfert de 2 électrons via le FAD et 2 M qui sont localisés au niveau du segment 3 et 5 transmembranaires pour réduire d'une manière monovalente 2 molécules d'oxygène de l'autre côté de la membrane pour produire l'anion superoxyde et après le peroxyde d'hydrogène. La NADPH oxydase 1, 3 et 4 possède une forte homologie avec l'anox 2. Et enfin, les mutations du gène P53 apparaissent plus tardivement dans les cancers totalement différenciés. Alors, il y a pas mal d'articles qui tirent le signal d'alarme en disant que l'incidence des cancers de la thyroïde augmente durant les dernières années. Je vous montre ici un exemple de ces articles qui montrent que depuis 1995 jusqu'à 2010, il y a une augmentation importante de l'incidence du cancer papillaire. Et dans cet article, il prévoit aussi une augmentation encore dans les années à venir. Et d'une manière très curieuse, le cancer papillaire de la thyroïde pourrait être dans les années à venir le deuxième cancer féminin. Alors, selon le registre des cancers du Grand Casablanca au Maroc, le cancer de la thyroïde occupe le 3e rang des cancers papillaires. C'est une étude qui a été faite entre 2005 et 2007. Et nous avons commencé une étude rétrospective avec l'hôpital militaire de Rabat. Nous avons collecté des datas de patients recrutés dans le service d'anapath de l'hôpital militaire de Rabat entre 2009 et 2012. Et nous avons vu que les cancers papillaires sont plus fréquents que les cancers folliculaires, donc il y a le profil international. Mais aussi d'une manière relativement curieuse, nous avons vu et constaté une augmentation relativement importante des cancers papillaires durant ces années. Alors nous avons commencé une étude moléculaire et nous avons vu que la mutation PERAVIS 100E est exclusivement au niveau des cancers papillaires et nous avons vu aussi que cette mutation est présente dans certaines variantes folliculaires des cancers papillaires de la thyroïde. Maintenant, je vais introduire la deuxième partie. Alors, d'une manière très schématique, une cellule folliculaire thyroïdienne normale peut se transformer en cellule cancéreuse. Cette transformation nécessite des altérations génétiques précoces et des altérations génétiques tardives. Les altérations génétiques précoces sont capables d'initier des événements de la tumorigenèse. On note spécialement la mutation PERAF et l'oncogène RET-PTC, et des altérations génétiques tardives sont nécessaires pour accompagner la progression et la dédifférenciation des cellules thyroïdiennes. Et là, le bon exemple, c'est des mutations du gène P53. Alors, ces altérations génétiques sont en étroite liaison avec une instabilité génomique. Et jusqu'à présent, le seul facteur de risque qui est bien étudié dans la carcinogénèse thyroïdienne, c'est l'exposition aux radiations ionisantes. Mais jusqu'à présent, on n'a pas une idée claire concernant les mécanismes exacts de la radiocarcinogénèse thyroïdienne. D'une manière très linéaire, l'irradiation peut induire le cancer de la thyroïde
et spécialement l'oncogène RET-PTC, probablement à travers des effets directs et des effets indirects. Mais est-ce qu'il existe un autre facteur de risque ou une autre voie qui peut limiter l'effet de l'irradiation ou médier cet effet de l'irradiation? Donc, afin de répondre à ces questions, nous avons choisi comme modèle d'étude la thyroïde pour plusieurs raisons. D'abord, la thyroïde présente une forte sensibilité aux radiations ionisantes. Au sein de la thyroïde, on peut induire des réarrangements chromosomiques et l'organe de la thyroïde a une nature oxydative puisque le stress oxydatif est important pour la synthèse des hormones thyroïdiennes et puisque la thyroïde exprime 3 NADPH oxydase. Et l'irradiation peut induire aussi in vivo l'oncogène RET-PTC suite à la transplantation du tissu thyroïdien normal dans les souris exposées aux radiations ionisantes. Et aussi, il existe une corrélation positive entre la formation de RET-PTC, le temps après l'irradiation et la dose de l'irradiation. Et aussi, RET-PTC1 est plus fréquent in vitro que RET-PTC3, et il est important de mentionner que l'exposition aux faibles doses, comme l'exposition aux fortes doses, est capable d'induire l'oncogène RET-PTC. Donc l'exposition à radiation ionisante est un facteur de risque confirmé pour le cancer de la thyroïde, et l'exposition à radiation ionisante peut induire l'oncogène RET-PTC. À partir de là, nous avons échafaudé notre hypothèse de travail. Donc l'irradiation peut induire des cassures de membrane de l'ADN et donc l'oncogène RET-PTC à travers des effets directs, mais à travers des effets directs qui peuvent produire un stress oxydatif extracellulaire, mais surtout au niveau intracellulaire plus proche du noyau, peuvent causer des cassures de membrane de l'ADN et donc après induire l'oncogène RET-PTC1. Si notre hypothèse est vraie, le pré-traitement par des antioxydants peut protéger les cellules aux effets de l'irradiation, et aussi un stress oxydatif aigu en absence de l'irradiation peut mimer les effets de l'irradiation et induire l'oncogène RET-PTC1. Alors pour vérifier notre hypothèse de travail, nous avons utilisé la lignée cellulaire H-Tori, qui est une lignée cellulaire thyroïdienne non cancéreuse immortalisée par SV40. Donc nous avons ensemencé ces cellules à une densité donnée, et le lendemain, nous avons irradié ces cellules au rayon X à une dose non toxique, et 4 heures après, nous avons trypsinisé les cellules, et nous les avons ensemencées à faible dose, 22 000 cellules par pli dans des plaques à circuit, et nous avons attendu le temps nécessaire pour que ces cellules arrivent à confluence, donc c'était 2 semaines, et à partir de là, nous avons extrait les ARN totaux, et par RT-PCR niché, nous avons détecté l'oncogène RET-PTC1. Donc, nous avons développé une technique de PCR niché. On a designé des amorces internes et externes de part ou d'autre des gènes qui sont impliqués dans la fusion, RET et H4. Il est important de dire que la coupure et la fusion entre le gène RET et H4 crée un site de restriction qui nous permet après de vérifier l'authenticité de l'anticorps. Nous avons utilisé une lignée cellulaire issue de cancer papillaire de la thyroïde qui exprime RET-PTC1. Nous avons dilué ces cellules dans les cellules qui n'expriment pas RET-PTC1. Nous avons vu qu'avec cette technique de PCR niché, nous sommes capables de détecter une cellule positive pour RET-PTC1 diluée dans 1 million de cellules négatives pour RET-PTC1. Et donc, nous confirmons que les cellules thyroïdiennes, en absence d'irradiation, n'expriment pas RET-PTC1. L'exposition à la dose de 5 degrés de rayon X induit la formation de RET-PTC1 à une fréquence de 20%. Et nous avons montré aussi que l'irradiation d'un autre type cellulaire, il s'agit de la lignée MRC5 et fibroblastes humains, n'induit pas la formation de RET-PTC1, montrant un caractère, une particularité thyroïde spécifique pour la formation de cet oncogène. Après, nous avons irradié le milieu extracellulaire en absence et en présence des cellules. Nous avons montré que l'exposition à la dose de 5 degrés produit la radiolyse de l'eau et de la formation des environ 12 micromolaires d'H2O2
Alors, cette quantité d'H2O2 disparaît progressivement du milieu extracellulaire en présence de cellules, ce qui suggère que soit cet H2O2 est détruit au niveau extracellulaire, soit il est consommé par les cellules thyroïdiennes. Nous avons utilisé 2 sondes très spécifiques pour l'hydrogène peroxyde. Au niveau cytoplasmique et au niveau nucléaire, nous avons vu que peu de temps après l'irradiation, on détecte le peroxyde d'hydrogène au niveau cytoplasmique et au niveau nucléaire, ce qui suggère une proximité de peroxyde d'hydrogène à l'ADN et donc la possibilité d'induire des dommages à l'ADN. Alors, à partir de là, nous avons irradié notre cellule thyroïdienne, nous avons utilisé comme marqueur de cassure de membrane de l'ADN la forme phosphorylée de l'histone H2AX et le pré-traitement des cellules avec la catalase, qui est un scavenger de peroxyde d'hydrogène, qui est un antioxydant capable de détruire l'H2O2, inhibe l'induction de dommages à l'ADN et d'une manière très intéressante, elle inhibe d'une manière très significative la formation de l'oncogène répététien. Donc, ce qu'on peut conclure de cette partie, c'est que l'H2O2, ou le stress oxydatif non toxique, est capable généré courant la radiolyse de l'eau et impliqué dans la formation de répététiens. Donc, effectivement, les antioxydants sont capables de protéger les cellules contre les effets néfastes de l'irradiation. Et maintenant, on va essayer de répondre à la deuxième question. Et nous avons exposé pour cela les cellules thyroïdiennes non cancéreuses à une dose non toxique de l'H2O2. Nous avons détecté cet H2O2 peu de temps après ce stress oxydatif aigu au niveau du noyau. Et nous avons vu que ce stress oxydatif non toxique est capable de casser l'ADN comme l'irradiation. Et d'une manière très intéressante, l'H2O2 à cette dose non toxique est capable de mimer l'effet de l'irradiation et induire la formation de l'oncogène répététien. Donc, effectivement, le stress oxydatif aigu peut mimer les effets de l'irradiation et induire l'oncogène répététien. Donc, en conclusion de ce travail, la thyroïde présente un bon modèle pour comprendre les mécanismes impliqués dans la formation de réarrangements chromosomiques au niveau des tumeurs solides. Et comme l'irradiation, le stress oxydatif est capable de causer des cassures de membrane à l'ADN et des réarrangements RET-PTC. Et nos résultats suggèrent d'une manière très importante l'implication du stress oxydatif dans les dommages à l'ADN, surtout dans la tumorigénèse thyroïdienne. Donc, l'irradiation induit des cassures de membrane à l'ADN et l'oncogène répététien. La radiolyse de l'eau provoque un stress oxydatif qui est capable de médier une grande partie des effets de l'irradiation. Et nous avons montré d'une manière intéressante que le stress oxydatif indépendamment de l'irradiation pourrait être un facteur de risque pour induire des dommages à l'ADN et la tumorigénèse thyroïdienne. Maintenant, on est intéressé pour comprendre les mécanismes par lesquels ces espèces réactives de l'oxygène au niveau extracellulaire peuvent atteindre le noyau pour induire des dommages à l'ADN. Et aussi, en absence de l'irradiation, quelles seraient les sources qui sont capables de générer ce stress oxydatif et induire la tumorigénèse thyroïdienne. Donc, je tiens à remercier tous les organisateurs de ces rencontres franco-maghrébines, et plus particulièrement mon collègue Moïse Ben Ali de la société SOBI et l'association des malades du cancer au nom de Madame Zarour. Je tiens à remercier le docteur Corinne Dupuy, chef d'équipe radiocarcinogénèse thyroïdienne, qui a supervisé ce travail, et le professeur Schlumberger pour son application dans la partie recherche au niveau du Maroc, et pour créer aussi des liens forts dans cet axe de recherche entre la France et le Maroc, mais surtout aussi entre les pays du Maghreb. Je remercie mes collègues au sein de l'unité de biologie de recherche médicale, le Centre national de l'énergie des sciences et techniques nucléaires, et l'équipe de recherche en pathologie tumorale au sein de l'hôpital militaire de Rabat, et les 2 étudiantes qui sont impliquées dans cet axe de recherche, dans un cadre d'une thèse en co-tutelle ou une thèse au sein de l'université de pharmacie, de médecine de Rabat, et les programmes de mobilité qui ont permis à ces étudiants de faire une grande partie du travail au sein de l'IGR, l'agence universitaire de la francophonie et le partenariat Ubercurve. Et on serait ravis l'année prochaine de vous recevoir et d'organiser la suite de ces rencontres franco-maghrébines au Maroc. Merci pour votre attention.
cher ami, pour ce rappel fondamental. Dieu seul sait combien on a besoin de revenir aux sources, c'est la fondamentale. Moi, juste une question, si vous avez une question aussi, avant de passer la parole à Aïda Slimane. J'ai toujours entendu dire que l'irradiation, c'était un grand point d'erreur. La cancérisation à distance post-radique, un petit point, peut-être un grand point d'interrogation, et que rien n'est prouvé. Je ne parle pas des photodoses, bien entendu. Alors que vous nous le remettez au bout du jour. Est-ce que maintenant, on peut la prendre pour une donnée, le fait d'avoir eu une radiothérapie, une irradiation, même une irathérapie, 12, 13, 14 ans, 40 ans plus tard, il y a de fortes chances de l'augmentation du risque de cancérisation de la thyroïde. Alors, effectivement, et dans ce cas, on parle de cancer secondaire radio-induit. Donc, l'exposition à radiation ionisante à forte dose peut induire l'apoptose cellulaire, une mortalité cellulaire. Par contre, ce qui est plus dangereux et plus grave, c'est les faibles doses qui sont capables d'induire des modifications génétiques sans tuer la cellule. Et dans ce cas, ces cellules acquièrent un certain nombre de mutations qui peuvent se transformer et accompagner la transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse au cours du temps et aboutir au cancer. Tout est une question de dose. C'est la dose. Voilà. Pour un grès délivré pendant l'enfance, à tendre enfance, à jeune enfance, eh bien l'excès de risque relatif est de 7,7. Entre 5 et 8 dans toutes les séries, y compris Tchernobyl. Donc le facteur de risque de Tchernobyl, irradiation interne, est le même qu'après irradiation externe. Le facteur de risque principal, outre la dose, c'est l'âge. Donc les jeunes enfants sont très sensibles à l'action cancérigène de la radiation, et puis ça diminue avec l'âge. Et au-delà de 15 ans, il n'y a plus de risque. Donc, par exemple, les radiologues n'ont pas besoin de se mettre des caches à tirer. C'est une connerie, puisque en général, ils ont dépassé les 15 ans plus longtemps. Et il n'y a pas de risque cancérigène thyroïdien. On en parle, bien sûr, de bombardement de Nagasaki, de Hiroshima, de Tchernobyl. Qu'en est-il des essais nucléaires au Sahara? C'est un problème purement maghrébin. En Algérie. En Algérie, oui, bien sûr. Et s'il y a des répercussions sur les générations, c'est-à-dire de deuxième et troisième niveau. En Algérie française. Oui. Il y a deux sujets. Le sujet récent, là, c'est Fukushima. À Fukushima, il n'y a pas eu de contamination des gamins. Et les doses maximales chez les gamins qui vivaient dans le district de Fukushima, c'était quelques millisieverts, quelques milligrammes, au maximum 10 milligrammes. Pas d'effet, pas de dose. Alors, les Japonais, ils ont voulu fermer tous les autres. Et donc, ils ont screené 360 000 personnes qui avaient moins de 18 ans en mars 2011 au moment de l'accident. 360 000. Okay. Ils ont trouvé 32 cancers de la thyroïde au milieu de ces 360 000 gamins qui ont été examinés par échographie. Pas d'augmentation de la fréquence des cancers de la thyroïde chez les gamins pour l'instant. On n'est que 2-3 ans après l'accident. Donc pour l'instant, c'est rien. Et on lit quand même dans la presse, des cancers de la thyroïde à Fukushima. Comme s'il n'y avait jamais de cancer de la thyroïde s'il n'y avait pas eu Fukushima. Bon, il n'y a pas d'augmentation de l'incidence des cancers de la thyroïde à Fukushima, d'ailleurs il n'y a pas eu de cause. Après, il y a les histoires de l'Algérie, à l'époque était le Sahara français. Donc ça ne touche pas ni la Tunisie ni le Maroc. C'était vraiment localisé aux militaires qui étaient sur le site de Reagan, et puis l'autre site, je ne sais plus comment il s'appelle, de l'explosion atmosphérique, et qui, pour des erreurs de calcul de dose, calcul de la puissance de l'explosion, ont été irradiés. Je
rappelle que la première explosion atomique, il y avait tous les ministres du général Mesmer, Palevski, etc., qui étaient dans le bunker, et que le bunker a explosé. Hein. Ils sont tous battus pour prendre le premier camion qui partait du site. Et donc là, ils ont été irradiés. Alors, pour la thyroïde, je parle. Tous étaient adultes, donc, comme je vous l'ai dit, pas de risque démontré. Ils ont quand même reçu des doses significatives. Donc on a maintenant des vétérans de l'armée française qui ont des cancers. Quelle est la relation entre l'exposition à l'époque et puis l'apparition des cancers? Donc ça, c'est extrêmement difficile à démontrer, d'autant que les militaires de l'époque, côté tabac, ça y allait, ça bombardait, et puis côté stress et comment est-ce qu'on amortit le stress, par l'alcool en France, ça c'est un bon anxiolytique, ça y allait également. Donc quand un militaire français fait un cancer du poumon 20 ans après ou 30 ans après l'explosion et qu'il a fumé 40 paquets de cigarettes, est-ce que c'est l'irradiation ou est-ce que c'est le tabac? C'est plutôt le tabac que l'irradiation. Voilà. Donc pour l'instant, moi j'étais expert dans plusieurs jugements devant les tribunaux français, et à chaque fois j'ai répondu que la probabilité que l'explosion ou l'irradiation ait été responsable du cancer n'était pas démontrée. C'est Esma Kerbois d'Alger, je suis oncologue médicale, je pourrais éventuellement répondre à la question des essais nucléaires de Heuken, sans faire de polémique bien sûr. En fait, nous, on avait remarqué qu'il y avait une forte incidence de femmes qui venaient donc sur Alger pour des sarcomes du sein. Enfin, les sarcomes du sein, vous savez que c'est quand même rare, sans tumeur filoque, sans rien du tout. Et on a commencé à faire des études en fait d'observation. Mais la relation exacte, ça on l'ignore encore. En tout cas, on avait remarqué qu'il y avait cette forte incidence des femmes de Heuken. Épidémiologiquement, absolument. Le lieu où a eu la gerboise, les deux. Sinon, je peux enchaîner sur une question. Quand vous faites le recte et qu'il n'est pas muté, est-ce que vous poussez plus loin, vous faites le rase ou quand le recte n'est pas muté? Est-ce que vous cherchez d'autres mutations ou non, telles que full rase ou... D'accord. Vous parlez dans le cas de l'irradiation. Alors, dans le cas de l'irradiation, REC n'est pas exprimé dans les cellules thyroïdiennes. C'est un gène qui est CLN. Il est exprimé dans les cellules qui sont responsables de cancers médulaires de la thyroïde et non pas des cancers papillaires, folliculaires et néoplasiques. Alors, la seule forme dans laquelle REC est exprimé dans des cancers papillaires de la thyroïde, il ne s'agit pas d'une mutation ponctuelle, c'est un réarrangement chromosomique entre RET et un autre gène qui est constitutivement activé au sein de cellules thyroïdiennes folliculaires. Par contre, on n'a pas étudié est-ce qu'il y aurait des liens entre l'exposition aux radiations ionissantes et des mutations ponctuelles dans les cancers de la thyroïde. On a suivi juste un exemple, un marqueur facile et pratique pour nous, qui est RET-PTC1, qui est plus fréquent à reproduire in vitro. Il y a pas mal d'autres réarrangements chromosomiques, mais on n'a pas pu les suivre plus. Alors, la question c'est, est-ce que le spectre des mutations est différent dans les tumeurs réduites par rapport aux tumeurs dites spontanées? Donc chez l'enfant, il y a la même fréquence d'un arrangement RET-PTC dans les tumeurs spontanées dans les tumeurs réduites. À l'âge adulte, il y a plus de tumeurs réduites qui ont des RET-PTC, moins de RAF et réciproquement pour les tumeurs spontanées. Mais ça ne permet pas de différencier les tumeurs thyroïdiennes entre réduites et spontanées. Donc la question qu'on s'est posée avec les équipes de CEA, c'est de savoir si on trouverait des différences transcriptomiques qui seraient une signature biologique de l'irradiation. Donc on a comparé le transcriptome de tumeurs réduites survenues chez les enfants
qui avaient été irradiés pour un premier cancer, qui ont développé secondairement un cancer de la thyroïde. Et on a comparé ces transcriptomes, expression transcriptomique, aux transcriptomes des tumeurs papillaires, des cancers papillaires d'enfants non irradiés. Et on a trouvé une différence. Donc une signature biologique qui a été publiée plusieurs fois. On a appliqué cette signature biologique aux enfants aux tumeurs de la thyroïde de Tchernobyl, et on a validé comme ça que cette signature était une signature liée à l'irradiation. Je passe la parole sans plus tarder à notre ami Elie Slimane, qui est chef de service d'endocrinologie et qui va enfin nous donner son point de vue du clinicien, comment il voit toutes ces choses-là. C'était le professeur Kousseï Mesh, président de la Société tunisienne d'endocrinologie, qui devait présenter ce cours et à la dernière minute, il m'a demandé de le faire et donc je n'ai pas pu ne pas accepter la demande si gentille de mon ami le professeur Fawzi Boutinel et de celle de Madame Zalo, que je ne connaissais pas. Je viens de la voir pour la première fois et c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de présenter ma communication devant notre maître, le professeur Chloumongé. D'ailleurs, mes principales références viennent de vous. Et donc, mon traitement, c'est à vous. Donc, je commence pour dire que, première plaque, voilà. Donc, je pense que j'arrive à la fin et je vais définir ce que c'est que les tumeurs malignes épithéliales. C'est des tumeurs de souche folliculaire. Leur incidence, comme on n'a pas cessé de le dire depuis tout à l'heure, ne cesse d'augmenter. La fréquence augmente de plus en plus des cancers de la thyroïde et ceci est essentiellement lié à l'essor des moyens diagnostiques, en particulier échographie, cytoponction, mais aussi grâce aux accidents nucléaires. Et chaque fois on entend depuis Hiroshima de plus en plus. Ce que j'aimerais dire en introduction, c'est rappeler que dans la majorité des cas, le cancer de la thyroïde garde un excellent pronostic. Donc sur le plan épidémiologique, c'est des tumeurs qui restent relativement rares, les tumeurs malignes de la thyroïde. Et l'incidence annuelle, je crois que c'est en France, est de l'ordre de 4 malades pour 100 000 habitants. Et parmi les nodules isolés de la thyroïde, on le dit et on le redit, la prévalence ou la fréquence des cancers sur des nodules thyroïdiens reste quand même faible, 5%. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le cancer de la thyroïde est un cancer de la femme, comme toute la pathologie thyroïdienne est une pathologie féminine. Et pour le sexe ratio pour les cancers de la thyroïde, c'est 3 femmes pour un homme. Donc le cancer de la thyroïde est 3 fois plus fréquent chez la femme par rapport à l'homme, et avec un âge médian moyen entre 45 et 50 ans. Donc si on regarde sur cette plaque, et j'aime bien comment elle marche, regardez la flèche qui va vers le haut, on a les papillaires qui occupent la première place, suivi des vésiculaires, 20%, et puis le médulaire 6%, puis les peu différenciés 2%. L'anaplasique 1,5 et les lymphomes et sarcomes 0,5. Et là, on peut dire que les papillaires et les vésiculaires constituent la grande part des cancers différenciés de la thyroïde. Donc cette plaque illustre l'évolution, l'incidence des cancers qui ne cessent d'augmenter et rappelle les différents types histologiques qui, si vous regardez bien, là, à partir des années 1928, on a une augmentation du risque relatif de la prévalence des cancers thyroïdiens, tout type histologique. À droite, il y a une prévalence plus importante du papillaire. Ça ne montre pas, voilà. Pardon, je manipule mal le pointeur. Voilà. Donc là, je voudrais pointer, cette courbe montre une prévalence qui ne cesse d'augmenter des cancers papillaires. Mais si on regarde en bas, on regarde que le cancer folliculaire a commencé à augmenter, mais pas beaucoup. Et tout autre type histologique de cancer non plus.
Donc c'est surtout les papillaires qui connaissent une augmentation du risque relatif depuis, je ne sais pas pourquoi, 1928. Donc là, sur le plan anatomopathologique, donc les cancers différenciés de la thyroïde, c'est les papillaires et les folliculaires. Donc voici le type histologique, donc comme leur nom le dit, le cancer papillaire est fait d'un axe conjonctivo-vasculaire bordé de cellules épithéliales. Le noyau est volontiers décrit en vert dépoli, et il y a des micro-calcifications qu'on appelle les calcosphéries, qui sont pathognomoniques des cancers papillaires de la thyroïde. Autre particularité sur le plan histologique, c'est que le papillaire est souvent multifocal. Il est multifocal et bilatéral dans 20 à 80% des cas. Il est également lymphophile, avec des métastases ganglionnaires dans un cas sur deux. Et il est aussi caractérisé par des métastases à distance, qui sont peu fréquentes, contrairement à l'autre, et volontiers vers le poumon. Alors, l'autre type, c'est le vésiculaire, également appelé folliculaire, qui est fait de cellules à différenciation vésiculaire, et là on l'a dit tout à l'heure, ce type de cancer pose un problème de diagnostic différentiel avec une thyroïde normale. Donc là, il faut un bon cytologiste, un bon anatomopathologiste pour faire le diagnostic différentiel entre vésiculaire et thyroïde et tumeur bénigne de la thyroïde. Le diagnostic de malignité repose sur l'existence d'une invasion vasculaire et ou capsulaire. Et là, c'est très important. Et ce cancer est, contrairement à l'autre, souvent unifocal. Les métastases ganglionnaires sont rares et les métastases à distance sont plus fréquentes que le précédent et se font vers le poumon et l'os. Quels sont les facteurs de risque des cancers différenciés de la thyroïde? On l'a dit tout à l'heure, je le reprends. C'est les antécédents d'irradiation cervicale durant l'enfance. L'incidence augmente, on l'a dit, à partir, plus l'irradiation s'est faite à un âge jeune, plus le risque est important. Et à partir de 15-20 ans, pratiquement il n'y a plus de risque, et le professeur Schlumberger a insisté pour le rappeler, donc les radiologues adultes n'ont pas de crainte à avoir quant à leur thyroïde. L'environnement iodé, on n'en a pas parlé, j'en parle, il est rapporté dans la littérature. La saturation iodée semble favoriser les carcinomes papillaires, alors que la carence iodée semble favoriser les vésiculaires. Donc cette notion est à voir, et notre ami Rabia n'en a pas parlé, je ne sais pas quel est son point de vue. Également, il y a des facteurs de risque liés aux facteurs génétiques. Et là, il faut le dire, le redire, 5% des patients atteints de cancer papillaire ont également un apparenté atteint de cancer papillaire. D'où l'importance de l'interrogatoire et même une enquête policière chez un malade chez qui vous découvrez un cancer de la thyroïde. Également, les mutations somatiques retrouvées dans les cancers papillaires différenciés. Professeur Rabia nous a parlé des protéines RAS, le BRAF, les RET dont vous parliez tout à l'heure, les mutations du récepteur de la TSH. Également, il y a une situation clinique dont j'aimerais vous rappeler que l'incidence du cancer papillaire est élevée en cas de polypose colique familiale ou de maladie de Coden. Et donc, chaque fois que vous avez un malade chez qui vous diagnostiquez une polypose colique familiale, il faut chercher du côté de la thyroïde un cancer papillaire. Donc, du point de vue clinique, quelles sont les circonstances devant lesquelles un endocrinologue, un ORL, un clinicien, un généraliste peut être confronté et devant lesquelles il risque les circonstances de découverte d'un cancer de la thyroïde? Ces circonstances sont variées. Ça peut être un nodule, ça peut être un ganglion cervical, ça peut être une métastase à distance, ou plus simplement une découverte fortuite sur une pièce de thyroïdectomie pour une lobectomie faite pour autre chose. Là, la patte vous dit « j'ai trouvé un cancer ». Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, le nodule thyroïdien, donc le mode de révélation le plus fréquent des cancers thyroïdiens, si vous êtes clinicien, vous examinez un coup et vous allez trouver un nodule qui est ferme, irrégulier, qui en général est dur, il est fixé, donc sa mobilité est diminuée. Quand vous demandez à votre malade de déglutir, vous sentez qu'on dit il est fixé à la peau. Lorsqu'il existe une adénopathie homolatérale,
ou lorsque votre malade vous rapporte des signes de compression, et vous connaissez que les signes de compression, c'est les 3D, c'est la dysphonie, c'est la dysphagie, c'est la dyspnée. Donc c'est des signes évocateurs de compression, de sténose. Donc il faut leur donner toute leur importance. Et puis fait très important, si votre malade vous dit « ce nodule, je l'avais depuis longtemps, mais il y a une augmentation volumétrique ». Ou si vous suivez votre malade depuis un certain nombre d'années et que vous faites des échographies régulières et que d'une échographie à une autre, vous avez vu une augmentation volumétrique. Donc ça, c'est inquiétant. Et bien sûr, le doigt, ce n'est pas une sonde. Les sondes échographiques sont très précises et rien ne vaut une bonne échographie par un radiologue averti. Et dans certains cas, ce radiologue sera amené à faire une cytoponction. Donc on va voir quels sont les signes échographiques associés à un risque de malignité de la thyroïde. Et là, on ne cesse de les dire, de les redire, de les enseigner à la faculté, à nos étudiants. Les signes échographiques de malignité, sur une échographie, s'il vous plaît, faite par un radiologue averti, qui prend tout son temps, toute sa patience, tout son savoir. Pas n'importe qui fait une échographie. Une échographie, c'est un art. Et c'est une échographie bien faite peut nettement aider l'endocrinologue et faire avancer dans une voie ou dans une autre. Alors, les critères de malignité, c'est premièrement l'hypoécogénécité. C'est, on l'a dit, on le redit, les contours irréguliers, en particulier la perte du halo. Normalement, un nodule est entouré d'un halo. Si ce halo est discontinu, s'il y a une rupture du halo, c'est un signe de suspicion. Alors, l'existence de micro-calcification, c'est un signe de suspicion. La vascularisation centrale du nodule est un signe de suspicion. Et enfin, l'existence d'une adénopathie dite suspecte. Que veut dire une adénopathie suspecte? C'est-à-dire, c'est une adénopathie qui n'a plus la forme d'un haricot. Cette adénopathie est arrondie, elle est tassée, si vous voulez, elle a un aspect globuleux, et il y a une hypervascularisation, comme c'est sur cette plaque anarchique. Si le radiologue vous trouve une adénopathie comme ça, c'est très suspect, et donc on peut avancer. Donc la cytoponction, et d'après les recommandations des sociétés savantes, et professeur Schlumberger, c'est un honneur pour nous qu'il soit là, et il est membre de ces sociétés savantes européennes et américaines, et en 2010, ils ont publié ça, et nous nous référons à vous. Donc si un nodule supérieur à 1 cm solide, ou hypoécogène à l'échographie, il faut faire une cytoponction. Quelle que soit la taille d'un nodule, avec 2 critères de malignité, et les critères de malignité, il faut les connaître sur les bouts des doigts, s'il vous plaît. Donc vous faites une cytoponction. Quelle que soit la taille du nodule, et s'il y a des facteurs de risque d'un cancer de la thyroïde, en particulier des antécédents d'irradiation cervicale en jeune âge, ou des antécédents personnels ou familiaux de cancer de la thyroïde. Donc là, il faut y aller, il ne faut plus regarder les autres critères. La cytoponction, la chirurgie est indiquée si la cytoponction est maligne ou douteuse. Alors, je rappelle que seuls 25% des cytologies dites douteuses sont effectivement malignes. Donc là, un quart des cas, mais on va opérer, mais un quart des cytologies douteuses sont malignes. Là, cet arbre décisionnel vous semble un peu barbare, mais c'est intéressant et on va le simplifier. Donc là, la première colonne, vous êtes devant un nodule thyroïdien, un ou plusieurs. Tu as posé la question du goitre multinodulaire. Toujours, on regarde un nodule dominant dans un goitre multinodulaire. Donc là, je suis dans cette situation-là. Donc là, mon rôle de médecin, je dois bien interroger mon malade sur les antécédents familiaux, les antécédents de cancer de la thyroïde, sur les antécédents personnels d'irradiation en bas âge. Je dois bien examiner mon malade pour rechercher une sensation, un nodule dur, des adénopathies, un blindage, une dysphonie, etc., une poussée volumétrique, tout ça c'est très important. Et je dois pratiquer une échographie par un radiologue auquel j'ai confiance. Je dois faire un bilan aussi, un bilan hormonal des anticorps. Donc je dois faire une TSH, une T4 libre, des anticorps anti-TPO, ATPO, éventuellement une calcitonine si j'ai des doutes pour un CMT. Alors, et là, mes résultats, donc avec un bon échographiste,
Si le nodule a un diamètre inférieur à 1 cm, donc c'est rassurant, pas de cytoponction, je surveille. Si mon nodule a plus d'1 cm, ou s'il a moins d'1 cm avec des critères de suspicion, là je fais une cytoponction. Et je regarde. La cytoponction peut me dire bénin, je suis rassurée, je retourne à la surveillance. Si mon nodule est suspect ou malin, j'opère. Dans l'autre colonne de l'extrême droite, là je pointe de mal, oh pardon. Là, de l'autre côté, si mon malade a une hyperthyroïdie, et là c'est le but, si ma TSH est basse, si mon malade a un goitre multinodulaire, si l'AFP4 est augmenté, bien sûr, on a toujours dit à nos élèves, si le malade est en hyperthyroïdie, c'est rassurant, c'est pas malin, mais non, un goitre multinodulaire toxique, comme on dit, un train peut en cacher un autre, un nodule chaud et un nodule froid malin. Donc là, d'où on fait une scintigraphie, mais aussi on regarde bien ces nodules froids. Et nos radiologues, nos isotopistes, je les remercie, ils sont tous là, nous disent attention, il y a un énorme nodule froid. Nous, si on trouve ça, on va à la chirurgie, on ne regarde pas, on ne donne pas d'iode radioactif, on va opérer. Donc là, on cytoponctionne ce nodule froid et on regarde aussi, on rejoint le schéma, si la cytoponction est maligne, on opère, si elle est bénigne, on surveille. Donc là, la chirurgie, c'est le principal traitement du nodule du cancer de la thyroïde. Donc la thyroïdectomie totale, c'est le traitement essentiel, avec un curage référentiel, plus un examen histologique extemporané des ganglions jugulo-carotidiens. Le curage jugulo-carotidien si envahissement, l'examen extempo, ou suspecté cliniquement ou échographiquement. Donc il n'est pas effectué systématiquement. Donc le cas particulier, on en a parlé tout à l'heure, pour le micro-cancer que l'ANAPAT découvre comme ça, pour une lobectomie par exemple, découvert à l'examen histologique définitif pour une pièce de lobectomie, donc la totalisation thyroïdienne est associée au curage central est indiquée en cas de micro-cancer multifocal uniquement. S'il est unifocal, on peut s'arrêter là. Et on ne va pas plus loin, on ne va pas donner d'iode. Là, pour la prise en charge de l'iode radioactif en post-opératoire, alors quels sont les avantages de ce traitement radioactif post-opératoire? Alors, c'est que l'iode radioactif va compléter la chirurgie, parce que la chirurgie n'est jamais complète, vous le savez très bien. Cet iode radioactif à l'iode 131 va compléter de détruire les éventuels résidus cancéreux thyroïdiens. Deuxième intérêt de l'iode radioactif, c'est qu'il va détruire les reliquats thyroïdiens normaux et facilite, c'est très important, la surveillance par la thyroglobuline. Et enfin, troisième point, il nous permet de réaliser la scintigraphie correntine 3 à 7 jours après pour dépister les métastases. Donc le traitement post-opératoire par iode radioactif, après avoir arrêté les hormones thyroïdiennes 4 à 6 semaines, c'est ce que nous faisons, mais je sais qu'en France, nous on n'a pas toujours la TSH recombinante, je ne sais pas comment vous faites en isotope, mais nous, dès que la pathologie d'anapath est malin, on ne voit plus le malade, c'est-à-dire c'est les ORL qui envoient en carcino et nous on ne voit plus le malade, sauf une fois que tout le chemin est fait et qu'il revient nous voir pour ajuster les doses de TSH donc là, l'endocrino, si vous voulez, le rôle s'arrête ici, si vous voulez. Mais comme on m'a demandé de faire ce cours, j'ai voulu continuer parce que moi-même, il y a des choses qui m'intriguent et j'aimerais peut-être en discuter après. Donc là, la TSH endogène doit être freinée. Donc, après arrêt de l'hormone thyroïdienne substitutive, la TSH va augmenter. Et cette augmentation de la TSH, et c'est recommandé qu'elle soit supérieure à 30, c'est pour permettre une meilleure captation de l'iode. Et donc dans d'autres cas, on peut avoir une préparation par la TSH recombinante en faisant 2 injections intramusculaires 2 jours de suite. Tout en gardant la thyroxine. Et troisième possibilité, on va reprendre le traitement par thyroxine
2 à 3 jours après l'administration d'iode 131. Moi, de mon point de vue d'endocrinologue, je trouve que nos malades en Sèvres, à qui on arrête la thyroxine pendant 4 à 6 semaines, vivent très mal ce sevrage. Et ces malades en athyréose, c'est presque criminel de les voir dans cet état-là. Je vous assure, on les voit pâles, constipés, hypothyroïdiens, carabinés, c'est horrible. Donc là, je pousse pour qu'on utilise de plus en plus la TSH recombinante et je ne sais pas quel est son prix. Donc là, l'indication de l'iode 131 au post-opératoire, pour les patients à très faible risque, c'est-à-dire si la tumeur est inférieure à 1 cm, si elle est unique, s'il n'y a pas de métastase ganglionnaire, donc il n'y a pas d'indication pour l'iode radioactif 131. L'autre extrême, pour les patients à haut risque et en cas d'exérèse incomplète, avec ou sans métastase ou facteur de mauvais pronostic, il faut absolument une indication impérative d'une forte activité d'iode radioactif après sevrage par de la thyroxine. Et entre les deux, la situation intermédiaire, les patients à faible risque, et c'est peut-être là l'intitulé, le titre que j'ai reçu par mail, traiter les patients à faible risque, c'est-à-dire c'est des patients intermédiaires entre risque pratiquement inexistant, risque faible et risque élevé, donc ça c'est ce qu'on nous a dit de traiter, faible risque. C'est une indication probable en fonction des facteurs pronostiques, donc c'est à traiter au cas par cas, ces malades-là. Donc là je passe en tant qu'endocrino, l'hormonothérapie thyroïdienne, les intérêts sont multiples, c'est un malade en athyréose, on l'a dit, et donc là c'est le fait de traiter un malade opéré chirurgicalement, ayant eu de l'iode radioactif avec balayage avec 100 millicuries peut-être une fois ou 2 fois, donc c'est bien sûr c'est vital, il est impératif de donner la thyroxine et donc d'ajuster les doses et on va voir comment on va les ajuster. Donc compenser l'insuffisance thyroïdienne, deuxièmement freiner la TSH et c'est un objectif très important parce que chez les malades qui ont un résidu tumoral, le fait de freiner la TSH à un seuil inférieur à 0,1 est très important et sachant que la TSH élevée est un facteur de croissance tumorale et risque de donner une flambée. Donc le critère c'est inférieur à 0,1, donc à la limite de l'hyperthyroïdie. Donc la surveillance d'un cancer de la thyroïde traité, c'est une surveillance à vie. Le dépistage précoce des rechutes est basé sur la pratique combinée du dosage de la thyroglobuline et de l'échographie cervicale. Mais il faut que je vous rappelle, et vous le savez déjà, que la thyroglobuline seule, si on la dose, peut y avoir des artefacts, et donc il faut absolument, on lui préfère les anticorps anti-thyroglobuline qui sont plus spécifiques et plus fiables dans la surveillance d'un cancer de la thyroïde opéré. Alors donc là, ce schéma résume donc la prise en charge donc, du cancer de la thyroïde. Après thyroïdectomie totale plus ablation à l'iode 131, il faut faire 3 mois après une vérification de la TSH et donc essayer d'avoir l'objectif inférieur à 0,1 et 6 à 12 mois après faire une échographie cervicale plus une thyroglobuline éventuellement sous TSH recombinant. Donc là, cette plaque est aussi intéressante parce qu'elle nous dit que si à gauche, en haut et à gauche, donc si la thyroglobuline est indétectable et l'échographie est normale, donc on va faire une évaluation annuelle sous thyroxine par dosage de la TSH et de la thyroglobuline. Si par contre la thyroglobuline est supérieure au seuil et ou s'il existe d'autres anomalies, on va faire le sevrage en thyroxine, je l'ai dit, et on va envisager une forte activité d'iode radioactif
Et donc là, c'est deux extrêmes, donc soit guéri, soit pas guéri. Et entre les deux, si l'ATG est détectable mais inférieur au seuil avec une échographie normale, et donc là on va avoir trois situations. Là on va faire une suppression d'ATSH plus une réévaluation à 1 an par la TSH recombinante et une échographie. Et là, trois possibilités. Soit que l'ATG revient indétectable et le malade dit guéri, on est content. Soit que l'ATG est augmentée et on va redonner une forte activité. Soit que l'ATG est diminuée mais toujours détectable, il faut continuer la suppression d'ATSH et réévaluer après 1 an. Quels sont les facteurs pronostiques? Là on l'a dit, on le répète, c'est l'âge, le type histologique, l'étendue de la maladie, l'exérèse chirurgicale. L'âge, plus de 45 ans, c'est dangereux, c'est un facteur de risque. Le type histologique, le pronostic plus sévère, c'est un cancer peu différencié ou un cancer papillaire à cellules hautes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un cancer dangereux, plus dangereux que si les papilles sont en masse. L'étendue de la maladie, c'est-à-dire les effractions de la capsule, l'atteinte ganglionnaire ou à distance, bien sûr le pronostic est moins bon. Si l'exérèse chirurgicale n'est pas complète, donc aussi. Alors la classification TNM, je ne vous la rappellerai pas, vous la connaissez, taille, métastase ganglionnaire ou à distance, et puis l'âge, et on adapte en fonction de l'âge avant 45 ans, après 45 ans. Le pronostic, j'insiste, c'est la dernière plaque avant de conclure. Dans la majorité des cas, 80 à 85% des patients sont considérés à faible risque de rechute. La majorité de ces rechutes sont curables et le risque de décès par cancer est inférieur à 2% à 20 ans. Et je conclus pour dire que le cancer différencié de la thyroïde reste un bon cancer et que sa prévalence ne cesse d'augmenter à cause de l'amélioration des moyens diagnostiques, mais aussi à cause de la prévalence de ces essais nucléaires et des accidents nucléaires. Et je vous remercie pour votre patience. Je remercie beaucoup le professeur René-Sylvain pour cette magnifique présentation. Je vous dis pourquoi elle est magnifique. J'ai pris mon tension. On va se prendre, si vous voulez bien, un quart d'heure, parce qu'elle soulève beaucoup de questions. En tant que modérateur, je vais soulever des questions, mais je n'attends pas de réponse. Je préfère passer tout de suite la parole à la salle. En 2000, et je suis content que les spécialistes maghrébins et le professeur Chamblager est là. En 2010, le professeur Chamblager, pendant 4 jours, vous avez donc organisé un truc international mondial à Paris sur la thyroïde. Et il y avait pendant 4 jours, je dis bien pendant 4 jours, les endocrinologues qui avaient un point de vue sur les faits de risque, sur les risques moyens, des gens qui complètent par l'iode, d'autres qui ne complètent pas, des gens qui opèrent. Vous avez beaucoup de problèmes. Moi, j'y étais. Oui, vous y étiez, on a été ensemble là-bas. Oui, il y avait 3500 personnes. Mais la deuxième question qu'elle soulève, et c'est pour ça que j'ai pris la parole maintenant, juste parce que vous avez dit, on les perd de vue. Mais tout le monde maintenant sait et voit que cette pathologie thyroïdienne est devenue multidisciplinaire. Mais on ne demande que ça. Malheureusement, il y a la mentalité du patient tunisien qui vient et qui continue à venir pour ce qu'on appelle nous des contrôles cliniques. On est envahi, il nous prend de la place pour autre chose, mais on ne demande que ça. Une collaboration avec nos amis endocrinologues pour qu'on fasse ce que nous avons à faire et qu'on les reconfie. Et que vous les envoyez. C'est eux qui disent non, voilà, donnez-moi un rendez-vous et on est rempli de ça. Donc ça aussi, ça mérite une mise au point. Donc je m'arrête là et je passe peut-être la parole pour une mise au point, peut-être au professeur Chamblager pour un certain nombre de questions. Je veux bien faire quelques commentaires. Donc, le 6 mai 2012, dans le journal qui s'appelle le New England Journal of Medicine, il y avait 2 articles et un éditorial. Un
qui venait de Juif, dont j'étais le premier auteur, et un autre qui venait d'Angleterre. Ces deux articles rapportaient deux études prospectives, randomisées. 750 malades pour l'étude française, 450 malades randomisés pour l'étude anglaise, et ils ont montré clairement, d'une manière, je pense, définitive, que l'ablation, c'est-à-dire la destruction des petits reliquats thyroïdiens post-opératoires normaux, de tissu thyroïdien normal, pouvait se faire avec une activité de 30 millicuries et le thyrogène à la place du sevrage. L'étude française que j'ai dirigée n'a pas été sponsorisée par l'industrie, par Genzyme. Pas un rond de Genzyme, hein. Ça j'insiste. Pas un sou. Je leur ai fait économiser au moins 30 millions d'euros, mais ça n'a pas été sponsorisé par Genzyme. Donc étude indépendante. Donc le critère, le standard de soins maintenant, c'est 30 millicuries après 2 injections de thyrogène. Alors pourquoi donne-t-on thyrogène et pas fait-on plus de sevrage? Parce que le thyrogène évite l'hypothyroïdie, qui, comme vous l'avez dit, est très mal toléré. Ça maintient la qualité de vie. Ça permet d'avoir un taux d'ablation exactement identique qu'après sevrage. Et puis, ça diminue la dose d'irradiation à l'organisme. Hein, vous savez que quand on donne de l'iode après sevrage, la personne est en hypothyroïdie et la clearance rénale des iodures est diminuée de 50%. Donc quand on traite en euthyroïdie après le thyrogène par rapport au sevrage, on diminue, pour une activité thyroïde radioactive déterminée, on diminue de 50% la dose d'irradiation de l'organisme. Alors, question. Exactement. Combien ça coûte? Combien ça coûte, hein? Combien ça coûte? Je vais vous répondre. 750 €, c'est le même prix en France. Même prix en France. Non, attendez, c'est le même prix qu'en France. Hein? En France, ça coûte 750 €. Alors, c'est peut-être 732,5 €, mais je veux dire, c'est entre 700 et 750 €. Et quand on regarde les coûts économisés d'un point de vue sociétal, qui prennent en compte l'hypothyroïdie, les arrêts de travail, l'hospitalisation, la morbidité, etc., on se rend compte que d'un point de vue sociétal, en prenant en compte les coûts directs et les coûts indirects, l'injection de thyrogène n'est pas plus chère que le sevrage. Pas plus cher. Hein, pas plus cher. Donc ça, on a une étude là-dessus. Et on a une étude là-dessus, pas à dire d'experts, avec des données quantifiées, c'est chaque malade. Chaque malade. C'est une étude qui est en cours de soumission dans le journal clinical oncologie et qui, je pense, va être acceptée parce que c'est la première étude où on a des données véritables, hein, des données mesurées chez les malades. Donc, le nouveau standard de soins, comme on dit, hein, dans le monde entier maintenant, c'est très faible risque, les petits micro-cancers, pas de traitement par iode, les gros cancers qui risquent de rechuter, traitement par une activité de 100 millicuries après sevrage de préférence, mais éventuellement après thyrogène. Et puis les petits cancers qui sont des faibles risques, risque de rechute de 2-3%, à ce moment-là, soit on ne les traite pas, et si on les traite, il faut les traiter avec 30 millicuries et thyrogène. Voilà. Sinomètre, jamais. Jamais. Alors, il faut une nouvelle organisation des soins. Donc, le chirurgien opère. Hein. Quand il lâche son malade, il faut qu'il lui donne de la thyroxine. Hein. Alors ça, c'est simple, la thyroxine. Pour les chirurgiens qui sont dans la salle, prenez le poids du malade, vous multipliez par 2. Et vous avez le nombre de microgrammes à donner de thyroxine. Hein. Ça, tout le monde est capable de le faire. Vous le mettez sous thyroxine, il va voir un mois plus tard, 3 semaines, un mois, 6 semaines plus tard, le médecin nucléaire ou l'endocrinologue, vous voulez dire, il faut traiter par mail ou pas. Tout est organisé, 2 injections de thyrogène, il rentre, au bout de 36 heures, il peut partir. Hein, il peut partir, c'est pas la peine de le garder une semaine. 1 jour et demi, l'élimination de l'iode est suffisante pour pouvoir le relâcher dans la nature, sans aucun danger. Voilà. Juste là, j'injecte une unification. Unification. Pourquoi? Si actuellement on a la main un peu leste
Pour les fortes doses, on est facilement pour les 100 millicuries. Vous venez de dire de rectifier un peu, 30 millicuries suffisent, c'est très bien pour les nouveaux standards. Donc, est-ce qu'on va expliquer à la CNAM? Est-ce qu'on va dire à des responsables, écoutez, c'est un package tyrogène plus 30 millicuries, voilà, on baisse le prix des l'iode radioactif, on compense un peu avec le tyrogène, et on vous assure sur le plan de la société, bien que la majorité sont plutôt au café, donc il n'y a pas beaucoup de pertes, j'exagère, mais je fais juste une petite mention au passage, ce n'est pas des gens actifs où ils vont faire un arrêt de travail pendant un mois et un coût social, mais on insiste quand même là-dessus, le total tyrogène plus 30 millicuries ne va pas dépasser de beaucoup ce que la CNAM paye actuellement pour 100 millicuries. Donc ça, c'est important à mettre en exergue, c'est ce que j'appelle tunisifier, et à faire passer, je ne dis pas la pilule maintenant, après vous avoir écouté, mais l'intérêt pour le malade et pour l'environnement, allez, on va dire, pour l'environnement aussi. L'environnement, l'iode. Ok, donc là, je pense qu'il y a mais ça, il y a un travail de lobbying à faire avec travail de lobbying. Je pense que c'est vraiment pour le bien des malades. I'll just take you away from radioactive iodine. Now, following surgery, the primary surgery, number one, and plus minus radioactive iodine remnant ablation, I think as regard the TSH target, the target for TSH suppression should not be uniform. It depends on two factors. The first factor is the risk of recurrence and mortality for the patient, on the one hand, and also the adverse effect of TSH suppression, like cardiovascular complication and skeletal complication. I think you need a compromise between the benefit for the patient and the risk of the patient, and therefore the TSH target should differ according to whether the patient is low risk of recurrence or intermediate or high level of recurrence, and even that should be revised after 4, 5 years or 10 years. I think this is my point of view, and also compatible with the recent recommendation of the ETA and the ATA. This is a very good remark, and I totally agree with you. We only keep under suppressive doses patients with known distant metastasis. All the others are without suppression. So we have the prognostic factors, initial prognostic factors, and then you have the response to therapy. Excellent. No evidence of disease. It means no evidence of disease and undetectable thyroglobulin, normal ultrasonography, and absence of anti-TG antibodies. So these patients should not be treated with suppressive doses of thyroxine. They are cured. Okay? Then you have biochemical evidence of disease and structural evidence of disease. And these two groups of patients should be treated with suppressive doses, but not the others. And the first category, excellent response, include probably more than 85% of all patients. So there is a very small minority of patients who should be treated on a long-term basis with suppressive doses of thyroxine. So this is an extremely important remark. And another remark, which is also important, is the use of sensitive serum thyroglobulin assays. Donc je repars en français. Hein, je suis désolé, je ne peux pas parler en arabe. C'est bien volontiers. Voilà. Depuis quelques années, on a des dosages de thyroglobuline qui sont beaucoup plus sensibles qu'autrefois. Donc autrefois, on disait un bon dosage, autrefois il y a 10 ans, hein, on disait un bon dosage de thyroglobuline doit doser 1 nanogramme par ml. Maintenant, on dose 0,1 nanogramme par ml de thyroglobuline. Le thyrogène ou le sevrage multiplie le taux basal sous thyroxine d'un facteur 10. Okay. Donc si on diminue la sensibilité du dosage d'un facteur 10, eh bien, on n'a plus besoin de faire des stimulations par thyrogène. Okay. Donc,
Si on a moins de 0,1 ou moins de 0,2 sous thyroxine, à ce moment-là, pas de stimulation par tyrogène. Et ça, c'est un truc à dire aux autorités sanitaires, le contrôle économique, parce que ce qu'ils ont peur, c'est que vous mettez le tyrogène sur le marché et puis que les gens l'utilisent à tort et à travers. Hein, okay. Donc je pense que le tyrogène est très utile pour l'ablation des faibles risques, mais que son rôle pendant la surveillance diminue d'une manière tout à fait impressionnante. Hein, et que les indications du tyrogène pendant la surveillance, c'était 100 il y a 5 ans, c'est 20 maintenant. 20% des malades. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour que ça soit clair pour nos amis, pour moi-même d'abord, vous avez dit l'utilisation. Je répète ce que vous avez dit, pour une meilleure compréhension. Vous avez dit que si l'utilisation de la thyroxine, la L-théoxine, multiplie la sensibilité du dosage de l'ATG par 10. Et donc, on peut ne pas être obligé d'utiliser le tyrogène. Dans quel cas de figure? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Un taux de thyroglobuline de moins de 0,1, 0,2 sous thyroxine. Ok? Sous thyroxine. À ce moment-là, on sait par expérience acquise que le taux de thyroglobuline après tyrogène ne sera pas supérieur à 1 nanogramme par ml. Donc, qui était le taux d'autrefois, quand on a fait toutes les études, et on dosait 1 nanogramme par ml. Donc, ce qu'on dit actuellement, c'est que quand on voit un malade sous thyroxine qui a un taux de thyroglobuline inférieur à 0,1 ou 0,2, eh bien, il n'y a plus de tyrogène. On dit qu'il est guéri. Ah, et on ne lui donne plus de d'iode radioactif non plus. Alors ça, c'est un autre problème. Ça peut être fait soit après traitement par l'iode radioactif, hein, pendant la surveillance, soit avant l'iode radioactif après la chirurgie. Donc là, on monte un petit peu dans le temps. Là, je commence par des notions simples. La surveillance actuellement des faibles risques comprend un dosage de thyroglobuline avec un kit ultrasensible au dosage, sous thyroxine et une échographie normale. Si la personne est initialement à faible risque, le fait de trouver un taux de thyroglobuline inférieur à 0,1 nanogramme par ml sous thyroxine, une échographie normale et pas d'anticorps anti-thyroglobuline, on dit que les malades sont guéris. Pas de tyrogène. Hein, c'est tout. Guéri. Hein, c'est-à-dire que vous utilisez le tyrogène, non pas pour préparation à la thérapie, mais pour doser en défrénation. Non, justement. On utilise le tyrogène actuellement uniquement pour traiter par l'iode. Et on ne l'utilise plus pour la surveillance. On n'utilise plus le tyrogène pour la surveillance. Donc si on trouve l'ATG à 0,1, sous L-théoxine, ça y est, le malade est guéri. Exactement. Et à ce moment-là, pour ne pas être encombré, entre guillemets, par des malades guéris, nous, on essaie de les renvoyer à leur médecin généraliste en ville, surveillance en ville. Ils n'ont plus besoin de revenir à l'hôpital. Ou qu'ils reviennent une fois tous les 3 ans, tous les 5 ans. Donc, je veux dire, ils n'ont pas besoin d'avoir une surveillance complète faite par les centres spécialisés. Ça, c'est faible risque. Faible risque. Et ça, c'est 85% des malades. Alors, quand on remonte maintenant dans l'histoire naturelle, on a un malade qui est opéré dans notre centre, bien opéré, etc. La belle thyroïde totale, on a confiance dans le chirurgien parce qu'on sait qu'il est de demain, c'est malade. Il lui a donné 2 microgrammes par kilo et par jour de thyroxine, il prend un jar à minute avant le petit déjeuner, en une seule prise, avec de l'eau, pas du café, avec de l'eau. Et on le voit un mois après. Et bien à ce moment-là, on peut doser la thyroglobuline. Ok? Le risque. On dose la thyroglobuline. Si la thyroglobuline sous thyroxine est déjà à moins de 0,1 nanogramme par ml, il est déjà guéri. Donc il n'y a pas besoin de lui donner d'iode radioactif. Hein? Du tout. Donc on fait la chirurgie bien faite, le chirurgien donne de la thyroxine, il renvoie à son collègue endocrino, médecin nucléaire, ou lui-même d'ailleurs, peu importe, il fait un dosage de thyroglobuline, technique ultrasensible, inférieur à 0,1 mg par ml, vous êtes guéri. Hein, on vous voit dans 6 mois. C'est tout. Pas d'iode. Parce qu'on a des critères de guérison. Non.
faut leur offrir un PET scan. Ils en rêvent. Il faut qu'ils libèrent du temps pour avoir un PET scan. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on n'est jamais gagnant en médecine à faire des choses qu'on considère comme inutiles. Jamais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on est au cœur du sujet, là. Bon. Je voudrais faire, s'il vous plaît, oui. C'est content de l'entendre dire. Pour ces nouvelles recommandations, vous venez de dire que la publication de 2012, que je ne connais pas, vous ne connaissez pas, c'est-à-dire on donnait 30 millicuries. Mai 2012, je n'étais pas au courant, je n'ai pas revu, parce que j'ai une malade dans le service qui, pour opérer d'un nodule de 4,7 cm, s'est avéré être un papillaire. Donc totalisation à la rata, elle va au isotope et là il s'affole, il donne 30 millicuries. Je dis pourquoi il donne 30 millicuries? Les résidents dans le service m'ont dit madame parce que peut-être ils font des économies ou j'ai pensé à ça, je vous assure. Donc là je ne pensais pas que. Attendez, si on a plus de 4 cm. Attendez, plus de 4 cm, c'est ce qu'on appelle des T3. Un cancer papillaire de 5 cm de diamètre, 4,7 cm de diamètre. Il y a quand même un fort risque d'avoir des métastases ganglionnaires et de développer un jour ou l'autre des métastases pulmonaires, par exemple. Donc ça, c'est des malades qui, sans aucun doute, moi je traiterais par 100 millicuries. 100 millicuries. Non, mais attendez, il y a la pratique d'un cas et puis il y a les conseils qu'on peut donner. Je parle des 30 millicuries après tyrogène pour les faibles risques, où le risque de rechute ou de maladie persistante est très faible. Bon. Là, je suis présent, je suis encore vivant, donc je peux répondre. Et la malade est dans le service. Et là, elle est dans le service. Oui, alors rapidement, cette histoire de 30 millicuries, c'est vraiment, encore une fois, entre parenthèses, une adaptation à nos données, nos conditions. On s'est dit, mon Dieu, les interdictions pour donner 100 millicuries, laisser le patient dans la nature, on ne peut pas, il faut l'hospitaliser, les champs particuliers et tout. 70 millicuries, peut-être vous allez le confirmer aux États-Unis, on ne l'hospitalise pas. En Suisse, en Allemagne, c'est d'autres normes, en France, c'est d'autres normes. Et on est arrivé à se dire, avant c'était 19 millicuries, peut-être en deçà des 20 millicuries, on s'est dit, puisqu'on peut donner dans les recommandations depuis 10 ans pour un goitre hétéronodulaire toxique, 30 millicuries et le laisser en ambulatoire et le laisser partir, on s'est fixé la dose de 30 millicuries en post-opératoire pour les CDT, les carcinomes différenciés de la thyroïde, pour dire on va faire deux pierres d'un coup, si on peut le dire, d'une pierre deux coups plutôt, et on donne 30 millicuries en vue d'un balayage et en vue d'un traitement. Et on n'est pas encore dans le schéma de calcul de risque. C'est-à-dire pour éviter les 5 millicuries, un balayage pour faire une dose thérapeutique. Donc les 30 millicuries maintenant, c'est en augmentation dans notre service pour deux raisons. Manque de place, encombrement des rendez-vous et facilitation tout en étant dans la législation selon les normes de la loi. Voilà. Voilà. Si vous dites, moi je vais vous dire, discute, si vous sélectionnez vos malades, oui, on est en train de le faire. Malade bien opéré, il n'a même pas besoin, il vient du centre anticancéreux de Tunis, il n'a même pas besoin d'avoir de balayage, de scintigraphie à l'iode. S'il y a un taux de thyroglobulines indétectable, c'est totalement inutile de faire une scintigraphie à l'iode. Donc si vous sélectionnez bien vos malades, il y en a bien la moitié pour lequel vous n'allez pas donner d'iode du tout. Et alors les autres malades, à ce moment-là, ça ouvre la porte pour les autres malades. Vous donnez 30 millicuries, vous les gardez une journée. La demi-vie effective de l'iode dans l'organisme, après thyrogène, c'est 10 heures. Donc, au bout de 10 heures, vous donnez 30 millicuries, il n'y a plus que 15 millicuries, et après 24 heures, il n'y a plus que 6 millicuries. Et à ce moment-là, vous le renvoyez chez lui. Aucun problème. Tout à fait. Ça, c'est pour les faibles risques. Oui, oui. Vous avez donné 30 millicuries. Oui, vous avez donné 30 millicuries pour des raisons, d'après ce que j'ai compris, économiques plutôt et logistiques. Non,
Sur le plan curatif. L'iode, elle est là, elle est achetée, elle existe. Voilà. En Dans d'autres, son parce plan curatif. qu'on ne peut pas le laisser en ambulatoire avec plus de 30 millicuries. D'accord. Logistique. Donc vous fractionnez. Non, logistique, et on sait qu'il y a des études, on les a fait, qu'on peut guérir, nettoyer avec 30 millicuries, sauf quand il y a des métastases pulmonaires ou autres. Là, on hospitalise avec 100 millicuries, ça c'est autre chose. Donc les 100 millicuries, c'est pour les métastases. Oui. On parle des gens de faible risque. Oui, et de